Bismillah, bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à toutes et à tous. Masha'Allah, ce jeudi 30 décembre. Bienvenue. Masha'Allah, qu'Allah vous bénisse. Alors, alhamdulillah, on est donc le 25 Jumad al-Oula et on a pris avec l'aide de Dieu goût à organiser des soirées en plus de nos clôtures du Coran sur des thèmes qui nous importent, des thèmes qui nous concernent, des thèmes qui sont là pour nous aider à trouver des solutions, peu importe donc les domaines, ou alors aussi pour connaître de nouvelles choses, découvrir, comme il a été question avec notre sœur sur le. Alors attendez, on essaye de se connecter pour pouvoir mettre YouTube en direct. Et est-ce que tu sais me dire, Jamila, le numéro, s'il te plaît, sur le chat, parce que du coup, on propose 78, 89 et 25. Est-ce que tu sais me dire sur quelle touche je clique pour pouvoir activer le direct sur YouTube, Inch'Allah, sur la chaîne Rappel et Vie spirituelle. On propose 78. Allez, bismillah. Normalement, ça y est, j'ai cliqué dessus, Inch'Allah khir. Souhaitez-vous? Oui, c'est moi. Ils me redemandent un autre numéro. Ils me disent encore 78, 60 et 20. Est-ce que c'est. Ils me reproposent, ils me reproposent plusieurs fois. 64, 86, 64, c'est parti. Est-ce que ça va marcher? Khair, Inch'Allah. Mais si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, Jamila, hein, c'est pas grave. Hein. 64, j'ai cliqué dessus. Là, il me repropose 78, 60, 20. C'est une soirée à l'auto, quoi. Et le numéro complémentaire est le. Alors, 78, 60, 20. Qui veut gagner des millions de hasanats ce soir. Alors, je clique sur quel. Pour qu'on puisse commencer, juste dites-moi quel numéro que je puisse commencer. 78, 60, 20. Qui dit mieux, Jamou, je clique sur quoi, en fait? Parce que là, il me propose 78, 60, 20. Je ne sais pas. Rire. Il ne te dit rien. Bah écoute. Je ne sais pas. Rire, Inch'Allah. Je disais donc, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je disais, donc, on a pris goût d'organiser des soirées sur les thèmes qui nous concernent, qui concernent notre spiritualité, qui concernent le fait qu'on acquiert des connaissances sur les religions du livre, qui concernent notre besoin de s'améliorer, de cheminer vers Allah subhanahu. Et en l'occurrence, aussi, on a besoin, qui concerne aussi nos familles, nos enfants, et on a besoin d'avoir et de faire appel à des professionnels qui vont nous donner leur lumière, qui vont nous donner des outils, qui vont nous parler du terrain, de leur expérience pour pouvoir remédier à un phénomène qui, depuis ces 2 années-là, ne fait que augmenter. Ça a toujours existé, bien sûr, mais la situation de crise actuelle fait que le décrochage scolaire concerne maintenant de plus en plus d'enfants, des enfants qui au départ n'étaient pas forcément concernés par, qui étaient plutôt arrivés plus à se concentrer, mais là, avec tout ce qui s'est passé, on a eu à constater qu'on a des enfants qui ont de plus en plus de mal soit à réapprécier l'école, soit à se concentrer. Enfin, Nibel est mieux placée pour moi pour en parler. On accueille donc ce soir notre sœur Nibel. Est-ce que tu es là, Habibti? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je suis là, Myriam. Barakallahu fik. Wa alaykoum salam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors moi, ce qui
ce qui m'a parlé dans ton travail, c'est les efforts que tu fais pour captiver les enfants et parvenir à les maintenir concentrés et puis à utiliser ce qu'ils aiment. Et donc, je vais te laisser nous parler de tout ça, notamment les dessins animés. Et je te Mhm. laisse donc te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et comment t'en es arrivé à trouver ta méthode et à proposer quoi, etc. Inch'Allah. La parole est à toi. Bismillah. Inch'Allah, bismillah, barakallahu fik. Déjà, avant toute chose, Myriam, merci à toi et merci à tout le staff de Dar el-Qur'an de m'avoir aujourd'hui donné la parole pour pouvoir présenter le projet que je porte depuis quelques mois. Donc, pour me présenter rapidement, moi, je m'appelle Nibel. Je suis enseignante au primaire depuis quelques années. J'enseigne dans une école privée musulmane en Île-de-France. Et c'est vrai qu'en fait, comme le disait tout à l'heure Mariam, on est face à une problématique grandissante avec tout le contexte de Covid, de confinement, etc. Et si vous voulez, le projet Les Profs Studio, je l'ai démarré pendant le confinement 2020, lorsqu'on était tous confinés et qu'on était un petit peu tous pris de court. Je voulais rendre les apprentissages les plus ludiques possibles pour mes élèves. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer des petites capsules vidéo pour que mes élèves puissent garder le rythme tout en s'amusant. Je voulais vraiment que ce soit ludique pour eux, qu'ils prennent du bon temps lorsqu'ils font cours avec moi. Donc c'est comme ça en fait que le projet a vu le jour. C'est donc suite au confinement. Au début, les vidéos, elles n'étaient pas du tout publiées sur Internet. C'était vraiment juste entre mes élèves et moi. Et ensuite, au fur et à mesure, je me suis dit, bah, pourquoi pas les poster. Et donc, depuis maintenant mois de mai, les vidéos sont disponibles sur YouTube. Du coup, voilà pour la présentation. Du coup, je ne sais pas si on peut partager l'écran avec ma chaîne YouTube pour que ça parle un peu plus aux gens. Je ne sais pas si c'est possible. Ah, super. Du coup, normalement, vous voyez la chaîne apparaître à l'écran. Donc, voilà les profs studio. Donc, vous avez plein de vidéos sur différentes thématiques. C'est vrai que je me suis surtout centrée pour l'instant sur la maternelle et l'élémentaire, mais des vidéos pour le collège vont apparaître dans peu de temps, Inch'Allah. Donc voilà. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi autant de vidéos, pourquoi autant de méthodes. Du coup, vous allez voir, ça rebondit sur le thème qu'on a choisi aujourd'hui. Donc voilà. Alors du coup, pour parler maintenant du décrochage scolaire, effectivement, on est sur un constat alarmant. C'est que le décrochage scolaire augmente d'année en année. Et malgré cette augmentation impressionnante, le décrochage scolaire, il est quand même placé en second plan par les institutions, et ce depuis de nombreuses années. Donc l'éducation nationale et tous les agents de l'éducation mettent un petit peu entre parenthèses ce problème, ferment un peu les yeux. Et pourtant, avec le contexte qu'on a, etc., bah, ça ne fait que d'augmenter. Et si vous voulez, nous, les professionnels de l'éducation, donc les instituteurs, les éducateurs, ont compris que les difficultés scolaires étaient dues à plusieurs facteurs. Donc, ça pouvait être dû à des troubles neurologiques, ça pouvait être dû à des retards d'apprentissage, à un manque de motivation ou encore à des problèmes de méthodologie. Donc, c'est vraiment les 4 facteurs fondamentaux qui font qu'aujourd'hui, on a des enfants qui ont des difficultés scolaires. Bien évidemment, il n'y a pas que cela, il y a plein d'autres facteurs qui amènent au décrochage scolaire, mais vraiment, j'ai voulu vous sélectionner les 4 principaux pour qu'on puisse se situer. Vous verrez que dans la plupart des cas, si vous êtes enseignant ou si vous êtes parent, vous verrez que si difficulté il y a, c'est souvent pour ces 4 raisons. Et du coup, dans ce live, on va essayer de mettre en lumière les principales sources de difficultés des élèves afin de pouvoir leur apporter des solutions concrètes. Du coup, mon propos aujourd'hui s'adresse aussi bien aux parents qu'aux enseignants, peut-être un peu plus aux parents quand même. J'aimerais aujourd'hui vous donner vraiment les outils pour vous aider à comprendre les difficultés de votre enfant et à savoir en fait finalement comment y remédier. Du coup, voilà, je voulais, avant de démarrer mon propos, peut-être vous représenter la vidéo qui a un petit peu circulé sur les réseaux sociaux.
Si du coup, Jamia, tu veux bien la mettre à l'écran, Inch'Allah, ce sera ma petite introduction en fait à tout ça. Inch'Allah, ils vont la mettre, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions de les mettre dans le chat et nous, on fera remonter Inch'Allah, à la fin. Allez les enfants, c'est l'heure de la dictée. Sortez vos cahiers. Allez, reprenons ensemble la dictée, Anna. Tu as fait beaucoup de fautes. Je ne comprends pas comment cela est possible. Je suis convaincue que tes camarades ont déjà fini de préparer leur dictée pour demain. Je fais de mon mieux, maman. Je vais essayer à nouveau. Je commence. Les poissons font une course de natation contre les grenouilles. Les poissons font une course de natation contre les grenouilles. Anna, concentre-toi! Je déteste l'école, c'est trop difficile. Ne crains rien et suis-moi. Nous avons bientôt fini de faire le point sur la classe. Nous devons à présent parler de votre attitude durant les cours. En tant que délégué, je vous confirme que l'attitude de la classe est très bonne, monsieur Impraro. Il n'y a que Pierre qui se permet de perturber les autres avec ses âneries. Je ne perturbe personne, ce sont les autres qui s'amusent tellement que l'on s'ennuie en cours. Et de toute façon, je n'aime pas l'école. Ne t'en fais pas, rejoins-nous. Donc voilà, on vous a présenté la vidéo annonciatrice du live. Donc dans cette vidéo, je pense que vous avez pu distinguer du coup deux types de difficultés totalement différents. Mais on va y revenir, Inch'Allah, dessus dans la première partie où justement nous allons aborder les causes du décrochage. Alors, du coup, par rapport donc, aux causes du décrochage, donc il y a plusieurs causes qui amènent à ce décrochage, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc la première des causes, ça va être un problème de méthodologie. Parce qu'en effet, la mauvaise méthodologie, elle va être l'une des principales causes des difficultés scolaires. Quand on parle méthodologie, on parle de méthode de travail employée, que ce soit en classe ou à la maison. Donc soit en fait, on a une méthodologie de travail ou des stratégies qui ne sont pas efficaces avec l'enfant. Donc ça, c'est une possibilité. En classe, voilà, on propose une méthode, on utilise une méthode, par exemple, de mathématiques. Et bien, cette méthode va peut-être convenir à l'entièreté de la classe, mais il y a toujours des exceptions qui n'accrochent pas à la méthode. Donc, du coup, ça amène à des difficultés. Donc, il y a ce premier point.
ou alors c'est le style d'enseignement qui ne va pas correspondre au style d'apprentissage de l'enfant. En fait, sur ce point-là, je voudrais vous dire que peut-être que vous le savez déjà, mais il y a plusieurs types de mémoire chez l'être humain. Donc, on en a trois grands types de mémoire. Vous avez la mémoire kinesthésique, donc qui consiste en fait, si vous voulez, à faire un mouvement tout en apprenant. Donc, par exemple, les personnes qui vont faire des tours en marchant dans leur chambre et en récitant leurs leçons. Donc ça, c'est une mémoire kinesthésique. Donc, il y a besoin d'un mouvement pour pouvoir apprendre. Vous avez la mémoire visuelle et vous avez la mémoire auditive. Donc, si on propose un style d'enseignement qui ne correspond pas au type de mémoire de l'enfant va du coup se retrouver avec des difficultés. Donc, vous avez ça. Et puis aussi, il y a un autre facteur, ça va être les changements trop fréquents d'école qui vont demander à l'enfant beaucoup trop d'adaptation. Donc, par exemple, un enfant qui, au début, est dans une école privée, ensuite on le change, on le met dans le public, après on le change encore pour le mettre en école à la maison, et puis finalement, on veut le remettre à l'école. Donc, tous ces changements-là, ça va demander à chaque fois un effort à l'enfant de s'adapter. Et cette adaptation, finalement, ça crée des difficultés à force. Du coup, maintenant, les solutions par rapport à la méthode. Donc, dans un premier temps, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va être de connaître le type de mémoire pour pouvoir utiliser la bonne stratégie d'apprentissage. Donc ça, vous allez pouvoir le déceler au fur et à mesure quand vous allez faire apprendre votre enfant. Vous allez voir justement, est-ce qu'il va être plutôt visuel, plutôt auditif, plutôt kinesthésique. Donc ça, c'est vraiment au fur et à mesure, si vous voulez, à partir du CE1, vous allez commencer à voir, parce que c'est là qu'il va y avoir de plus en plus de leçons à apprendre. Là, vous allez pouvoir justement distinguer et voir avec lui ce qui lui convient le mieux. Vous pouvez lui proposer, puis ensuite, lui-même ira vers ce qui l'arrange le plus. Pour les mémoires kinesthésiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ça va être les mouvements qu'on va privilégier. Pour la mémoire visuelle, ça va être justement des vidéos qui vont plutôt parler aux enfants, ou alors, vous savez, les fameuses cartes mentales. Et pour la mémoire auditive, donc ça va être par exemple un enfant qui va s'enregistrer, ensuite il va s'écouter, ou alors il va entendre l'audio de ses parents et puis il va écouter par la suite. Donc il va apprendre de cette manière-là. Donc voilà. Après, il peut y avoir aussi des mémoires qui se combinent. On peut être visuel et auditif, kinesthésique et auditif, mais il y a toujours une prédominance en général. Du coup, voilà par rapport à la méthodologie. Donc ça, c'est l'un des facteurs qui amène au décrochage scolaire. Mais dès lors qu'on sait que c'est un problème de méthodologie, j'ai envie de vous dire, ça reste gérable et ce assez rapidement finalement. Il suffit juste de voir avec son enfant, de prendre un rendez-vous avec l'enseignant aussi pour faire le point et mettre en place une stratégie d'apprentissage efficace. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, donc la deuxième difficulté qui peut se mettre sur la route de vos enfants, et ça c'est une difficulté qui n'est pas des moindres, ça va être tout ce qui est lié aux troubles et au retard. Alors il y a une différence entre les troubles neurologiques et les retards. Le retard, ça va être un enfant qui, par exemple, est né préma, ou un enfant qui est né en fin d'année, et par exemple, vous allez le mettre en petite section. Et bien forcément, un enfant qui est né en fin d'année, il n'aura pas les mêmes capacités cognitives qu'un enfant qui est né en début d'année. Donc forcément, il va y avoir un retard qui se crée. Mais le retard, c'est pas grave parce que de toute façon, l'enfant il va pouvoir par la suite rattraper ce retard en travaillant avec ses parents ou avec l'enseignant. Il va lui proposer des exercices de différenciation qui font qu'en fait, au fur et à mesure, ce retard va être comblé et donc ensuite il sera au même niveau que les autres. Donc pas de panique, si vous avez un enfant qui est né en fin d'année et que vous sentez que son niveau est un peu inférieur à celui de la classe, c'est normal. C'est tout à fait normal et puis il va finir par rattraper ce retard-là. Du coup, voilà. Donc voilà pour les retards. Ensuite, par rapport au retard justement, vous avez 10 à 15% des élèves qui sont en échec scolaire qui justement ont des retards. Et parfois, c'est comme on ne sait pas que c'est un retard, on pense que c'est une vraie difficulté, etc. Et donc on perd du temps et du coup, ça creuse la difficulté. Tac. Maintenant, par rapport au trouble. Alors, le trouble, c'est différent du retard. C'est une difficulté qui est neurologique et qui est là dès la naissance. Donc, en fait, un trouble, on ne peut pas le guérir. C'est quelque chose qui est là, qui est chez la personne et qui va rester toute sa vie. Maintenant, c'est pas quelque chose non plus de figé, c'est pas...
c'est pas une fin en soi. On a des stratégies qui permettent justement de contourner ce trouble-là et d'aider l'enfant à progresser. Mais les troubles sont là à vie, malheureusement. Donc, on apprend à faire avec et les enseignants tiennent de plus en plus compte de ces troubles-là et du coup différencient leurs enseignements par rapport à ces troubles. D'ailleurs, l'Éducation nationale, première question qu'ils posent aux enseignants, que mettez-vous en place comme différenciation pour vos élèves? Vraiment parce maintenant, on met un point d'honneur à ce que les troubles soient pris en compte et qu'on accompagne le plus possible les enfants qui présentent des troubles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un trouble? Vous avez sûrement entendu parler des troubles 10, donc la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, la dyscalculie, donc les troubles multi-10, qui interviennent et qu'on diagnostique à l'âge de 7 ans. D'ailleurs, tous les troubles dont on va parler sont diagnostiqués à l'âge de 7 ans. On ne peut pas diagnostiquer un trouble neurologique avant parce qu'en fait, les capacités de l'enfant ne sont pas encore bien figées. Donc, on peut, si vous voulez, émettre un diagnostic avant auprès d'un neuropsy, mais ce ne sera pas un diagnostic définitif. Le diagnostic définitif, il interviendra vraiment à partir de 7 ans. Donc voilà. Donc les troubles 10, dyscalculie, dysorthographie, dyslexie. D'ailleurs, dans le dessin animé qu'on vous a présenté, la petite fille qui n'arrive pas à faire sa dictée, eh bien justement, elle présente un trouble de dysorthographie. Toutes les lettres se mélangent dans sa tête, donc c'est très très dur pour elle d'assembler les lettres et de former des syllabes et de pouvoir faire sa dictée. Pour elle, c'est un vrai calvaire. Et la maman qui pense que justement, elle ne se concentre pas, qu'elle ne veut pas faire d'efforts, qu'elle n'est pas motivée. Et donc, ça crée une frustration chez l'enfant, voire même un dégoût des enseignements. Donc voilà, par rapport aux troubles 10. Si vous voulez en savoir plus sur les troubles 10, je peux vous conseiller quelqu'un qui est vraiment dedans et qui est top. Elle s'appelle Raja. Sur Instagram, vous pourrez la trouver. C'est Raja-8 AK. C'est une des membres fondatrices de Little Explorers Montessori, si jamais ça vous intéresse. Elle est spécialisée dans les troubles 10 et donc du coup, si vous avez plus de questions dessus, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Donc, c'est Raja-8 AK. AK, oui. Je vais mettre... Oui. Je mets le lien du Instagram, comme ça les gens peuvent aller voir. Si tu veux bien, comme ça. Donc, tu disais qu'elle est spécialisée dans les troubles 10, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce qu'elle a créé? Elle s'appelle comment? Elle a créé une association qui s'appelle Little Explorers Montessori. Je vais mettre aussi Explorers Montessori. Et du coup, dans son association, elle propose des formations en lien avec les troubles 10. Donc, si ça intéresse certaines personnes, je vais vous mettre tout de suite les liens. Alors, du coup, le Instagram de Raja et le Instagram de Little Explorers. Comme ça, vous avez tout, Inch'Allah. Hop. Génial. Ouais, chic. Et voilà. Voilà, je vous les ai partagés. Donc ça, c'est par rapport aux troubles 10. Donc on en rencontre quand même assez fréquemment dans les classes et peut-être que vos enfants portent ce trouble-là, mais vraiment pas de panique. Si vous voyez que dans les troubles qu'on va citer, vous reconnaissez vos enfants ou vos élèves, c'est pas une fin en soi. Il y a plein de moyens de différenciation qu'on peut mettre en place pour justement accompagner ces enfants-là pour pas qu'ils soient perdus. Ensuite, donc, on a le trouble TDAH, donc qui est le trouble de l'attention avec hyperactivité, si on met le H, ou sans hyperactivité. Donc, en fait, c'est un trouble de l'attention. C'est des enfants qui, généralement, ont beaucoup de mal à se concentrer en classe, qui se dispersent très rapidement. C'est les vilains petits canards des classes, entre guillemets. C'est les enfants qui vont vraiment penser à autre chose, ils pensent tellement à autre chose qu'ils vont faire des gestes avec leurs mains. La concentration, c'est très très compliqué pour eux, ils ne vont pas rester concentrés longtemps. Et c'est aussi des enfants, pour ceux qui sont hyperactifs, qui vont parfois et involontairement avoir des comportements plutôt violents avec leurs camarades, qui vont pousser, qui vont taper, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu les vilains petits canards quand les enseignants ne sont pas formés aux troubles et qu'ils aperçoivent des TDAH. Ils ont un petit peu du mal avec eux et tout de suite ils pensent que c'est un manque de volonté de leur part, qu'ils ne veulent pas s'intégrer, etc. Alors que c'est là aussi dû à un trouble. Du coup, voilà. Pour les TDAH, moi ce que je faisais, parce que je me rappelle il y avait une année où j'avais 3 TDAH dans ma classe, ce que je fais, c'est que ces enfants-là, je les mets toujours devant
pour pouvoir justement capter leur attention au maximum. Je ne fais pas preuve de sévérité avec eux quand ils ont leur moment où ils sont un petit peu dans leur pensée, parce que c'est malgré eux, on ne peut pas les fâcher pour ça. Donc voilà, quand ça n'empiète pas trop sur les enseignements, je les laisse dans leur rêverie. Et quand ils ont des comportements violents, il faut les prendre à part et plutôt que de les punir et être sévère avec eux, vraiment leur expliquer, leur faire prendre conscience de l'acte qu'ils ont commis pour qu'ils ne le recommencent pas. Vous pouvez aussi utiliser des moyens avec eux comme des contrats, leur dire voilà, si tu restes, si par exemple, je sais pas moi, tu restes concentré pendant toute l'activité de français, tu auras le droit à un bon point. Voilà, vous pouvez mettre en place des petits contrats avec eux pour pouvoir justement les aider à rester le plus concentrés possible et surtout pour leur montrer que vous êtes conscient et consciente des efforts qu'ils fournissent. Du coup, voilà. Ça, c'est pour les troubles TDAH. Après, vous avez tout un tas de troubles cognitifs divers et variés, donc, qui amènent à des problèmes de concentration, d'apprentissage. Et puis, vous avez aussi les troubles moteurs. Donc, c'est par exemple un enfant pour qui ça va être très, très, très difficile de tracer les lettres. Ça va lui demander beaucoup d'énergie de se concentrer sur l'orthographe des mots, etc. Du coup, voilà pour les principaux troubles qu'il existe. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de remède. C'est quelque chose qu'on a dès la naissance, c'est neurologique. Mais on met en place un accompagnement pour ces élèves-là. Du coup, voilà par rapport à la partie troubles et retard. N'hésitez pas si vous avez des questions à les noter. Puis comme ça, Inch'Allah, en fin d'intervention, je les prendrai et j'essaierai de vous répondre le mieux possible. Inch'Allah. Toujours par rapport aux difficultés, donc le troisième facteur, ça va être le manque de motivation et d'intérêt pour les matières. Donc un enfant, il peut manquer de motivation, d'intérêt pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il a de l'appréhension face à la matière concernée. Donc par exemple, voilà, il s'est auto-convaincu, on va utiliser les mots d'un enfant, hein, il s'est auto-convaincu qu'il est nul, qu'il n'est pas fait pour cette matière-là, les maths c'est trop dur, c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas. Donc du coup, il va pas s'impliquer dans la matière. Ça peut être aussi un manque de motivation, d'intérêt, parce que la manière dont les choses sont abordées par l'enseignant, ça ne convient pas à l'enfant. Il trouve ça ennuyeux, il ne trouve pas ça assez ludique, il trouve ça trop long, il trouve ça trop rébarbatif, donc ça l'ennuie. Il peut aussi avoir de l'anxiété de performance, donc voilà, ça va être tout de suite l'appréhension parce qu'il manque de confiance en lui, etc. Donc il va avoir un certain rejet vis-à-vis de la matière. Et puis il peut aussi y avoir un contexte familial qui affecte la disponibilité à apprendre. Voilà, les parents qui, par exemple, pour lesquels l'école c'est pas forcément très important, c'est pas une fin en soi, si tu n'y arrives pas c'est pas grave, moi aussi quand j'étais petit j'étais pas très bon à l'école. Tous ces discours là ça amène à un manque de motivation et d'intérêt chez l'enfant. Du coup voilà, donc par rapport au manque de motivation, ce qu'il faudrait faire, d'ailleurs j'en ai parlé dans un article que j'ai écrit récemment pour Imen Magazine. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais j'expliquais justement que pour la motivation, il va falloir prendre rendez-vous avec l'enseignant et lui expliquer justement que votre enfant n'a pas d'intérêt pour la matière et qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour l'aider à avoir de l'intérêt. Donc, ça peut être par exemple une récompense. Voilà, si tu fais ton exercice de maths, je te donnerai accès aux bouquins que tu aimes bien et je te permettrai de les lire. Ou ça peut être tout simplement dans l'énoncé de l'exercice, mettre des éléments que l'enfant apprécie, comme ça il s'y retrouve plus. Donc voilà, il y a plusieurs manières de pouvoir amener la motivation et l'intérêt des élèves. Ça peut être aussi par un système de récompense, de bons points. Ça marche très bien avec les enfants. En tout cas, en élémentaire, ça marche très très bien avec eux. Du coup, voilà par rapport à toutes les causes qui amènent le décrochage, enfin toutes les causes, les principales causes qui peuvent amener au décrochage scolaire. Bien sûr, comme je vous ai dit, il y en a d'autres, mais ça, c'est les principales. Et c'est ce qu'on observe sur le terrain. Souvent, c'est dû à ça. Soit c'est la méthode, soit c'est à cause d'un trouble ou d'un retard, soit c'est parce qu'il n'y a pas de motivation.
Du coup, voilà. Maintenant qu'on a fait le constat, le tableau noir, voyons les solutions par rapport au décrochage scolaire. Donc, la première solution, et ça, c'est hyper important, vraiment, si vraiment il y a quelque chose à retenir, je pense, de ce live, c'est ça. Ça va être la relation parent-enseignant. C'est hyper important de discuter avec les enseignants, de prendre rendez-vous dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou même si vous avez un doute, je vous conseille vraiment de prendre rendez-vous avec l'enseignant et de lui faire part de vos inquiétudes, de vos observations. C'est vraiment avec le dialogue que vous allez pouvoir construire des solutions spécifiques à votre enfant. L'enseignant, lui, fait des observations de son côté, vous en faites également, et en joignant vos observations communes, vous allez pouvoir donc du coup construire vous allez pouvoir finalement aider l'enfant à aller au-delà de ces difficultés-là, et vous allez pouvoir constater par la suite des progrès. Donc ça va vraiment être une confrontation des idées, des situations que vous avez pu constater, et vous allez pouvoir mettre en place des choses aussi bien en classe, mais vous aussi à l'extérieur. Je vous donne un exemple concret. Imaginons, voilà, votre enfant a du mal avec le comptage. Il a beaucoup de mal en calcul mental, il est trop lent. Dès que c'est le calcul mental, son premier réflexe, c'est de poser le calcul sur l'ardoise. Donc voilà, autant dire qu'il a beaucoup de mal avec ça. Et bien, ce que vous pouvez faire, c'est prendre rendez-vous avec l'enseignant pour en parler. L'enseignant va vous faire son constat. Et puis vous, par exemple, ce que vous pouvez mettre en place de votre côté, ça va être au supermarché, vous allez lui demander de vous apporter 3 bananes et 5 pommes. Et ensuite, pendant les courses, maintenant, tu m'as ramené combien de fruits? Et donc, comme ça, il va s'entraîner à faire du calcul mental sans s'en rendre compte. Ça peut être pendant les courses, ça peut être pendant que vous cuisinez ensemble, si vous faites par exemple un gâteau au chocolat. Et voilà, là aussi, on a une autre situation de calcul qui s'offre à vous, qui s'offre à nous. Donc voilà, il y a plusieurs façons donc de pouvoir faire travailler l'enfant sans qu'il se rende compte chez lui. Donc voilà, ça c'est donc par rapport à la relation parent-enseignant. Là aussi, j'avais fait un article détaillé dessus. Si vous voulez, je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Comme ça, vous pourrez le consulter. Donc c'est un article qui reprend vraiment ce point de la relation parent-enseignant et qui reprend aussi un petit peu les troubles. Donc je vais vous le poster, Inch'Allah. Alors, je clique dessus. Tac, c'est bon, je l'ai. Je vous l'envoie. Hop là. Discuter. Hop. Donc, comme ça, vous l'avez, Inch'Allah. Donc, voilà, l'article s'intitule « Comment accompagner son enfant dans sa scolarité ». Donc là, vous allez avoir beaucoup plus de détails par rapport à ce point. Moi, il y a une méthode que j'aime énormément et qui retrace cette relation parent-enseignant, c'est la méthode Faber et Maslich, pour celles et ceux qui connaissent, qui est donc une méthode bienveillante, positive, qui permet justement, déjà avec les enfants, de pouvoir être bienveillant avec eux et de pouvoir les accompagner avec beaucoup de douceur, et qui aussi retrace cette relation parent-enseignant et qui montre l'importance de cette relation et de ce partenariat finalement qu'il existe entre les parents et les enseignants. Donc c'est la méthode Faber et Maslich. Vous avez plein de livres dessus. Vous avez des livres sur les enfants, sur les ados, sur l'enseignement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la discussion. Maintenant, par rapport aux troubles dont on parlait tout à l'heure, donc il va y avoir de la différenciation à mettre en place du côté des enseignants. Mais pour pouvoir mettre en place cette différenciation, il faut absolument qu'en amont, vous preniez votre enfant et que vous alliez voir un professionnel de santé qui émettra un bilan avec des recommandations à mettre en place en classe pour que l'enseignant puisse les mettre en place à son tour. En fait, si vous ne faites pas cette démarche, l'enseignant il va vous dire « Moi, je ne sais pas quoi mettre en place pour votre enfant parce que je n'ai pas de document qui m'indique quoi faire. » Vous voyez? Donc, au final, il n'y aura pas de différenciation qui sera mise en place et donc, on se retrouve toujours dans les mêmes difficultés. Donc, vraiment, c'est important d'aller voir le bon professionnel de santé pour qu'il puisse, du coup, vous émettre un bilan. Donc, pour tout ce qui est troubles moteurs, il faudrait aller voir un psychomotricien ou un ergothérapeute. Psychomotricien, c'est plus, alors selon moi, hein, c'est plus pour les troubles, on va dire, légers, les troubles moteurs légers, un enfant qui va tomber ou un enfant qui, comme je vous disais tout à l'heure, a du mal à tenir son crayon. On va plutôt orienter vers un psychomotricien. Ergothérapeute, c'est vraiment pour les troubles moteurs un peu plus sévères, pour les troubles moteurs du quotidien. Là, c'est peut-être mieux d'orienter vers un ergothérapeute. Donc ça, c'est pour tout ce qui est troubles moteurs. Pour les troubles 10,
Vous pouvez orienter vers un orthophoniste qui justement va faire le point par rapport à tout ça. Donc que ce soit pour une dyslexie ou une dysorthographie, etc., l'orthophoniste, c'est lui qui gère tout ce qui est trouble 10. Pour le TDA ou le TDAH, donc les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, là, il faut aller voir un neuropsychologue. C'est lui qui va vous émettre le bilan avec les recommandations, les séances à suivre, etc. Et alors ça, c'est pas un trouble, mais et j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que c'est pas un trouble, mais pour les hauts potentiels, donc les surdoués comme on les appelle, il n'y a pas besoin d'aller voir un professionnel de santé. Donc il n'y a pas besoin de diagnostic, sauf si ce haut potentiel-là a des problèmes de comportement. Donc il est ingérable, il n'arrive vraiment pas à gérer ses émotions, c'est trop compliqué. Alors là, oui, dans ces cas-là, on proposera un suivi psychologique et on demandera un bilan pour que justement l'enseignant et tous les responsables éducatifs puissent accompagner au mieux cet enfant-là. Mais sinon, un enfant HP, c'est pas la peine d'aller voir un psychologue pour faire un bilan. Donc voilà, et à partir de là, une fois que vous aurez fait ce bilan, vous pourrez le transmettre à l'enseignant et l'enseignant pourra ensuite mettre en place donc, une différenciation efficace pour accompagner les enfants. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je vais faire remonter les questions que j'ai pu lire. Je suis en train de mettre sur le chat l'institut respire.institut. 3W. Alors, 3W, il faut que je le mette. Donc, c'est. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça. J'ai l'impression que ça n'a pas fait de lien, mais en plus, c'est respire.institut. Et c'est votre sœur Linda Benjafar qui, comme tu as parlé des hauts potentiels, qui a fait toute une formation sur tout savoir sur les hauts potentiels justement chez les enfants. Et pas que, je crois, pas que les enfants. Alors, au sujet des questions, j'ai notamment des personnes qui parlaient de leur adolescent, comment, quand finalement les troubles de la motivation et de l'attention perdurent jusqu'à l'adolescence, comment faire. Alors, attends, juste je remonte en même temps. Bismillah, ça y est. Est-ce que tu peux revenir sur les différents 10, tu as parlé de dysorthographie, Dyscalculie. dyscalculie. Tu veux que je les dise maintenant ou je réponds à la fin à toutes les questions? Tu peux commencer maintenant, comme ça moi en même temps je trouve les autres questions, Inch'Allah. D'accord. Du coup, pour la personne qui a posé la question par rapport à son adolescent, donc si les troubles persistent, comment faire? Donc, s'il est question d'un trouble dont on a parlé tout à l'heure, un trouble 10 ou TDAH ou un trouble moteur, etc., du coup, vraiment, ce qu'il faudrait faire, ce serait de mettre en place un bilan auprès d'un professionnel de santé pour que justement un bilan soit vraiment établi et que du coup, dans son collège ou dans son lycée, les enseignants aient conscience de ça et que du coup, ils mettent en place des aménagements pour votre enfant. Comme ça, votre enfant sera dans de meilleures conditions de travail et pourra vraiment profiter des enseignements sans finalement ressentir qu'il est différent des autres. Voilà mon conseil par rapport aux troubles. Après, je crois que dans la question, il était aussi question de motivation. C'est vrai que les adolescents, c'est autre chose par rapport aux enfants en élémentaire, etc. Je pense que pour les adolescents, ce qui va vraiment les motiver, ça va être les facteurs récompenses. Donc, essayez de voir ce que votre enfant aime. Et puis, proposez-lui au fur et à mesure, essayez de lui mettre, je pense, des défis, c'est-à-dire, voilà, si tu as, par exemple, telle note à tel devoir, je te permettrai de, par exemple, aller au cinéma avec tes amis, si c'est quelque chose qu'il voulait faire. Vous voyez, de faire un système de récompense. Et de cette manière-là, je pense que ça va pas mal le motiver, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais, on a une question sur
Alors, attends. Mhm. Oui. Comment aider son enfant qui a du retard de la parole et un autre qui est dysphasique? Et si tu peux expliquer, je ne sais pas c'est quoi moi dysphasique. Alors, en retard de la parole et dysphasique, c'est ça? Oui. Et, Comment aider son enfant alors apparemment c'est deux enfants. Un mhm. enfant qui a un retard de la parole et puis un enfant qui est dysphasique. Et puis aussi j'ai vu une question qui était, enfin c'était une remarque qui soulignait aussi le fait qu'une des causes pour lesquelles ces enfants peuvent avoir ces troubles-là, c'est aussi la pression que peuvent mettre les parents sur le devoir de réussite, sur Mhm. l'obligation de réussite et des enfants qui sont levés à 5 heures du matin pour une Mhm. dictée qui fait trois Oui. lignes, comme si elle allait passer son bac. Euh, Mhm. j'ai connu des parents comme ça, et sans jeter l'anathème, bien sûr, mais c'est clair que l'enfant, enfin, la pression compte aussi. Quand on Oui, a un parent qui est stressé, ben, on a des enfants qui sont encore plus stressés. oui, effectivement. Ah oui, oui, effectivement, le facteur pression a un impact considérable sur les apprentissages des enfants. C'est les enfants qui, après, à la fin, vont être dégoûtés de l'école. Ou alors, si, enfin, ces enfants-là, s'ils ont vu qu'ils n'ont pas eu TB, mais ils ont eu B, ça va être la guerre, quoi. Ils vont se sentir super mal. Enfin, c'est très, très compliqué pour eux. Du coup, pour éviter la pression, il faut que les parents s'organisent, Inch'Allah, qu'ils préparent vraiment une organisation précise pour les enfants, mais sans que ce soit non plus militaire et qu'ils relâchent un petit peu cette pression. Les enfants ont toute leur vie devant eux pour s'améliorer, pour progresser. Il faut vraiment voir l'école comme un moyen de s'améliorer, d'apprendre, et pas comme s'il y avait des enjeux hyper conséquents derrière. C'est absolument pas le cas. Surtout aujourd'hui, je vous donne un exemple, hein. Avant, on avait les filières bac S, ES, L, et puis ensuite, c'était déterminant de choisir l'une des trois filières pour les études qui étaient à venir. Et maintenant, vous avez plein de bacs différents. Vous avez la possibilité d'intégrer des universités beaucoup plus facilement qu'avant. Donc, vraiment, il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est défini. Il faut vraiment laisser, je pense, la possibilité aux enfants d'avancer progressivement à leur rythme et sans leur mettre de pression, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallah fik. Rafik. Comment faire comprendre à l'enseignant que notre enfant ne peut pas rester statique pour travailler et qu'il ne supporte pas l'école car c'est ennuyeux pour lui et il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui vivent Mhm. cette problématique-là. Et c'est d'ailleurs pour beaucoup de mamans qui ont décidé de faire l'école à la maison, c'était une des raisons. Oui, eh ben, effectivement, c'est vrai. Enfin, il faut que enfin, moi, je pense que ces enseignants-là doivent se mettre aussi à la place des enfants. Rester assis sur une chaise de 8 heures à 17 heures, c'est très, très compliqué. Et même pour nous, les adultes, on peut pas rester comme ça, assis, bien sagement, à attendre que le temps passe ou à travailler. C'est juste pas possible. Du coup, et surtout pour les enfants TDAH, c'est un calvaire, quoi. Ils peuvent pas rester comme ça toute la journée sans bouger. Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est justement pour ces élèves-là qui ont ce besoin, parce que c'est un véritable besoin chez certains enfants, qui ont ce besoin de bouger, de leur donner des responsabilités. Donc, par exemple, le responsable de la distribution des cahiers ou le ramasseur des cahiers ou celui qui va faire le facteur. Voilà, ça lui permettra à cet enfant-là de bouger. L'enseignante peut aussi mettre en place des petits ateliers pour que justement les enfants puissent circuler au niveau des tables. Voilà, il y a plusieurs moyens qu'on peut mettre en place pour que justement les enfants, et surtout les enfants TDAH, puissent un petit peu bouger et se sentir moins oppressés par tout ça, Inch'Allah. 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 Et tu as bien fait d'insister sur le fait que les discussions parents-enseignants en sachant, en sachant communiquer avec l'instituteur sans le culpabiliser ou sans arriver avec ses gros sabots, moi je vais t'apprendre la vie. Et puis Mhm, aussi en réussissant à créer ce qui n'est pas simple, je vous l'accorde, un climat de confiance et un rapport d'adulte à adulte, mhm. d'adultes à adultes bienveillants qui veulent le bien pour un enfant, quoi. Donc, c'est pas simple, mais c'est vraiment très important parce que
souvent, ce qui est dit aux parents, mais c'est à l'enfant de s'adapter au reste de la classe. Vous comprenez bien que si j'en ai trois qui veulent sauter dans tous les sens, comment je fais moi? Et si les autres y arrivent, il faut qu'ils se plient. Et le mot est vraiment utilisé comme ça. Ben, on règle et à avoir le même comportement que le reste de la classe. Mhm. C'est ça, exactement. C'est vraiment important En fait, les parents et les professeurs, bah, c'est des êtres humains d'un côté comme de l'autre et ils ont les mêmes attentes les uns envers les autres. Donc, le parent veut de la bienveillance, l'enseignant aussi. Euh, Enfin voilà, ça va dans les deux sens. Donc, du coup, vraiment que les uns et les autres se mettent à la place de l'autre. Et comme ça, Inch'Allah, la discussion sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus bienveillante. Et du coup, on pourra vraiment avancer pour le bien-être de l'enfant, Inch'Allah. Vraiment, je vous assure, ça fait des miracles après. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, il suffit juste d'un bon entretien qui se passe bien et ça dénoue plein de situations. Mhm. Il y a une question concernant un harcèlement vécu par le fils d'une maman qui est HP et donc des enfants qui ont été du coup déscolarisés. Ensuite, incité son et donc, je note chez une de mes filles, donc c'est son institutrice en maternelle qui n'arrêtait pas de lui répéter qu'elle est bête. Eh bien, elle a fini par intégrer l'idée et qu'elle a du mal à retenir ce qu'elle apprend et ne met pas en pratique, par exemple, durant les dictées. Ouais, ça c'est terrible. Enfin, bon, heureusement, alhamdoulilah, ces enseignants-là se font de plus en plus rares. Mais déjà, je tiens à souligner que c'est tout à fait anormal qu'un enseignant dise à un enfant tu es bête, ou tu es nul, ou tu n'es pas capable. C'est euh, c'est juste incroyable que ça continue encore à notre époque, que les enseignants se permettent de parler comme ça. Mais en tout cas, pour la petite fille, du coup, il va falloir faire, je pense, un vrai travail sur l'estime d'elle-même, lui faire prendre conscience qu'elle est capable et quitte à exagérer en fait. Dès qu'elle réussit quelque chose, vraiment de la féliciter, de lui dire regarde, tu as réussi, pour qu'elle puisse justement travailler sur son estime d'elle-même et qu'elle puisse du coup par la suite débloquer toutes les problématiques qu'elle rencontre. En fait, tant qu'elle n'aura pas confiance en elle, je pense que ça va être difficile pour elle de se voir réussir et d'aller au-delà des difficultés qu'elle rencontre. Oui, subhanallah. Euh, comme, là, la maîtresse de ma fille de 10 ans a mis en place des cours de différenciation car elle a dyscalculie, Ouais, c'est dyscalculie sans autre avis, sans l'aide d'un professionnel. A-t-elle le droit? Est-ce que c'est normal? Normalement, elle ne peut pas le faire parce que justement, il faut qu'il y ait l'avis d'un professionnel de santé pour qu'elle puisse savoir exactement ce qu'elle peut mettre en place comme différenciation pour votre enfant. S'il n'y a pas de recommandation, en fait, elle avance sans savoir finalement. Donc, du coup, ce qu'il faudrait faire, Inch'Allah, c'est que vous rapprochiez d'une orthophoniste. Bon, là, je ne vous cache pas, à cette période de l'année, ça va être compliqué d'avoir des rendez-vous, sincèrement. La plupart des orthophonistes sont pris, mais essayez au moins d'avoir un rendez-vous pour le plus tôt. Et il faut que cet orthophoniste-là, Inch'Allah, vous fasse un bilan et diagnostique qu'il y a vraiment dyscalculie et du coup vous donne des recommandations pour l'enseignant, Inch'Allah. Sans ça, on ne peut pas mettre en place une différenciation efficace. Parce que la dyscalculie, du coup, votre enfant, elle va tout mélanger, elle va mélanger les unités avec les dizaines, avec les centaines. Après, si c'est une différenciation très sommaire, par exemple, elle pose le calcul pour votre fille, bon, ça reste une différenciation qui n'est pas très... Enfin, vous voyez, ça passe encore. Mais si c'est une différenciation plus poussée, je pense que ça avec des pincettes et le mieux, c'est de rencontrer un professionnel, Inch'Allah. Euh, ensuite, vous savez parler au début des retards des enfants de fin d'année. Pouvez-vous nous en dire plus pour les parents en IEF avec le stress des contrôles académiques?
C'est une bonne question. En fait, déjà, je voulais vous rassurer par rapport à ça. Vous savez, l'éducation nationale fonctionne par cycle. Donc, tous les attendus de l'éducation nationale, toutes les compétences attendues, ce sont des compétences par cycle. Donc, autrement dit, si par exemple votre enfant, il est, je vous dis, voilà, en petite section, en fait, il a jusqu'à la grande section pour atteindre tous les objectifs de l'éducation nationale au cycle 1. Donc, si en contrôle, on vient vous voir et on vous dit, ah bah tiens, telle compétence n'est pas encore maîtrisée, vous pouvez lui dire effectivement, c'est en cours d'acquisition par rapport à l'âge de mon enfant, etc. On a des petites difficultés, mais on travaille dessus et du coup, il va bientôt, réussir à faire ces exercices-là qu'il n'arrive pour l'instant pas à faire correctement. En fait, c'est vraiment par cycle, hein. Le cycle 2, c'est pareil. Par exemple, pour la lecture, officiellement, vous avez jusqu'au CE2 pour que votre enfant sache lire. Alors, bien évidemment, nous, on fait tout pour qu'en CP, l'enfant sache lire, etc. On initie même en maternelle, mais officiellement, vous avez jusqu'à CE2 pour qu'un enfant sache lire. C'est en CE2. Parce qu'en fait, on travaille vraiment par cycle. Cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. D'accord. Du coup, pas de panique. Là. Oui, ce que je pense, c'est vraiment le mot important. Pas de panique parce qu'on fait paniquer nos enfants. Et puis, j'ai très rarement entendu des parents dire qu'ils apprécient particulièrement le moment des devoirs. Très souvent, un moment de stress qui a lieu dans la période, à l'heure du rush, où on entend les bruits de cuisine et les allers-retours. Oui, t'as pas fait ça encore, mais ça, je t'avais dit, la ligne 2, la ligne 32. Et c'est clair, on a tout intérêt à essayer de trouver, à prendre des ressources en soi qui vont faire en sorte qu'on arrive à passer ces moments-là de façon la plus zen possible. Oui, Inch'Allah. Surtout par rapport aux devoirs, a priori, les devoirs qui sont donnés par les enseignants, c'est vraiment pour consolider des connaissances qu'ils ont fraîchement acquises en classe. Donc, c'est vraiment pour aider l'enfant à ce que ça soit bien ancré dans son esprit, qu'on a mis en place des devoirs. Donc, même si l'enfant se trompe pendant les devoirs, ben, j'ai envie de vous dire, tant mieux, comme ça, il apprendra de son erreur quand il fera la correction en classe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède avec mes élèves. Je leur donne leurs devoirs. Après, je dis aux parents, ne vous embêtez pas à corriger derrière, on fera en classe. Et justement, comme ça permettra à l'enfant de comprendre ses erreurs, Inch'Allah. Donc, ne vous mettez vraiment pas la pression. Faites-le vraiment tranquillement. Il faut vraiment que vos enfants, surtout que les devoirs, enfin, comme c'est fait au retour de l'école, déjà que vos enfants sont fatigués. Donc, si en plus on se rajoute une pression pour nous-mêmes et pour nos enfants, ça va être compliqué d'en tirer quelque chose. Ouais. Conseillez-vous de mettre nos enfants dans le privé musulman, surtout pour le secondaire, collège, lycée, où l'enfant se concrétise? Mon fils, alors, ayant une écriture affreuse à cause de profs qui ne font plus de production écrite, mais que des photocopies à donner, que faire? Donc là, il y a deux questions, je pense. Ouais. Là, il y a la question du conseil du privé ou pas du privé. Et puis, il y a la question de la place de l'écriture aujourd'hui dans les écoles. Il y a plus, on donne plus autant d'importance à la production écrite. Oui. Du coup, par rapport à l'école privée, moi, étant moi-même enseignante dans une école privée musulmane, je peux que effectivement vous encourager à y inscrire vos enfants, surtout pour le secondaire, effectivement. Bon, là, ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais effectivement, ça permet de préserver les enfants de certains interdits, de certaines mœurs que l'on retrouve dans les écoles publiques. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose pour eux pour pouvoir les préserver de ce point de vue-là que de les mettre dans un environnement où ils sont avec d'autres musulmans de leur âge. Voilà, je pense que ça crée des liens forts et qu'en même temps, ça leur permet vraiment d'être préservés. Et par rapport à la question de l'écriture, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, et c'est un constat que l'on fait dans les écoles, hein, que ce soit des écoles publiques ou privées ou peu importe, les productions d'écrits sont clairement en baisse et les photocopies augmentent de manière exponentielle.
Du coup, on fait de moins en moins écrire les élèves et donc, résultat, l'écriture se détériore, la qualité de l'écriture. Les enfants ont moins d'inspiration, ils savent moins employer tout ce qu'ils voient en études de la langue pour pouvoir produire des écrits de qualité. Donc, c'est vrai que ça amène pas mal de problèmes. Maintenant, vous avez soulevé un point, c'était la graphie. Au-delà de la production d'écrit, c'est vraiment la graphie. Donc, vous trouvez que l'écriture de votre enfant est peu lisible. Donc, si c'est le cas, moi, là où je pourrais vous orienter, ce serait peut-être vers un graphopédagogue qui va justement aider votre enfant à retrouver une écriture plus lisible. Souvent, les enfants qui ont une écriture illisible, c'est les enfants qui tiennent mal le crayon, du coup, ça amène une lenteur, une douleur aussi par moment, et un geste du coup qui amène à une écriture pas très jolie. Du coup, je vais me permettre de vous partager un lien qui vous permettra de trouver un graphopédagogue proche de chez vous. Donc, il y a un réseau qui s'appelle le réseau 5E, dans lequel est plein de graphopédagogues. Et du coup, vous pouvez regarder quel graphopédagogue est proche de chez vous en France et prendre contact avec lui. Moi, j'en ai deux à vous conseiller. C'est deux chez qui je me suis formée. Vous avez Samira Treri dans le Nord. Elle est vraiment top. Machallah, c'est une sœur au top. Elle est vraiment super pour ceux qui sont dans le Nord. Et pour ceux qui sont dans la région parisienne, vous avez Halima Al-Mohammadi de Boost ton écriture, qui est à Évry dans le 91, qui elle aussi est une graphopédagogue de qualité. C'est vraiment deux sœurs que je vous recommande. Après, vous en avez d'autres pour ceux qui n'habitent pas dans ces régions-là. Je vais vous partager tout de suite le lien, Inch'Allah. Je ne connaissais même pas ce métier-là. Donc, donc c'est quoi un graphopédagogue? Un graphopédagogue, c'est un professionnel qui va permettre en fait à l'enfant ou à l'adulte d'améliorer son écriture. Subhanallah. Ouais, subhanallah. En fait, tu sais, ce qu'elle me disait, bah, Samira, c'est qu'elle me disait avant, notre métier n'existait pas. C'est qu'il y a eu aujourd'hui tellement de délaissement dans les écoles au niveau de ça. On ne fait plus du tout attention à comment les enfants tiennent le crayon, euh, etc., que du coup, bah, notre métier il est comme ça. Et du Mm. coup, nous, on récupère des enfants qui ont des douleurs quand ils écrivent, qui ont une écriture illisible pour les aider à avoir les bases leur permettant d'écrire correctement. Ouais, et puis les écrans et Ouais, tout à fait. n'aidant pas tout ça. Subhanallah. Exactement. Ouais, C'est clair que quand subhanallah. tu regardes les cahiers des anciens, notamment les cahiers sur l'écriture, là, on avait l'impression que c'était un ordinateur qui avait écrit avec aucune, enfin, les E majuscules magnifiques, les L, Mm. quand on compare une copie d'aujourd'hui et une copie d'un enfant du CE1 au CE2, c'est impressionnant. Et Ah ouais. je vois toujours des commentaires en mode, je crois qu'on a raté quelque chose, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un problème dans ce qu'on a mangé, ou dites-moi, mais c'est la nuit et le jour, subhanallah. Oui, subhanallah. Et d'ailleurs, tu sais, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'alimentation, parce que tu sais, tout à l'heure, on a parlé des troubles, et certaines personnes pensent qu'aujourd'hui, il y a plus de troubles à cause de l'alimentation, à cause des écrans, etc. Du coup, je voudrais juste préciser, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, les troubles, ils sont là dès la naissance. Maintenant, vous avez des enfants qui n'ont pas de troubles à la base, mais qui vont développer des comportements qui ressemblent à des personnes qui ont des troubles à cause de ces facteurs-là, donc à cause des écrans, à cause de l'alimentation, ça fait vraiment des dégâts chez les enfants, clairement. D'accord. Alhamdulillah. Là, je regarde s'il reste d'autres questions. Alors, une sœur a dit, je croyais que les devoirs à la maison, c'était interdit, c'est plus d'actualité. Alors, Si, en fait, ce qui est interdit, c'est les devoirs écrits et les devoirs oraux sont toujours admis. Après, bon, c'est un secret de prof, hein, mais même si c'est interdit les devoirs écrits, on en donne quand même parce que on souhaite quand même que les enfants puissent consolider à la maison ce qu'ils ont vu en classe. Mais du coup, les devoirs écrits, ils sont pas notés. On n'a pas le droit de les noter. Voilà, c'est vraiment du plus. d'accord. Ils peuvent pas être, avoir voilà, un problème on va pas les noter et ça va pas faire baisser leur moyenne. Ils vont pas, Oui. c'est ça la nouvelle réglementation. Ok. Je vérifie juste en même temps que je parle, ce qui est compliqué, à lire les questions pour voir si j'ai rien oublié. Mhm. Euh, mm, mm, mm. Euh,
Oui, alors moi je voudrais, tu as parlé du privé, des écoles privées musulmanes et que tu conseillais. Après, c'est comme pour tout, il faut faire attention à l'idéalisation. Oui. Euh, il faut enquêter, il faut vérifier. Il y a à boire et à manger aussi dans certaines écoles. Et, Mhm. et il faut vérifier que les instituteurs soient bien formés, qu'ils aient la pédagogie qui permette de former et que ce ne soient pas des anciens professionnels de je ne sais trop où ou des sœurs en reconversion, mais qui n'ont pas du tout été formés à l'enseignement, qui enseignent. Et malheureusement, j'ai vu ça. Euh, Oui. Vérifier, c'est comme partout, rien n'est parfait, tout n'est pas tout beau, tout rose aussi Mhm. dans ces écoles. Et puis, on peut aussi, en gardant nos enfants dans les écoles de la République, Mhm. aussi, d'obligation euh, à cela. Je vérifie, mais normalement, je pense il y a Warda qui a parlé des vélos sous les pupitres, des pédales pour Oui. que les Mm. enfants puissent bouger et continuer de bouger. Il y en a qui ont toujours besoin de tripoter quelque chose. Ouais. Pas, Ces enfants-là tu qui dois ont faire besoin de une tripoter. seule activité en même temps. Tu sais, ils ont besoin en même temps tu parlais de la kinesthésie, mais en même Mm. temps, justement, que la leçon est donnée, ils ont besoin de tripoter et de faire quelque chose. Et tu as l'impression qu'ils ne t'écoutent pas, mais en Ouais. réalité, il a tout enregistré parce qu'il avait Mhm. besoin de faire quelque chose avec ses mains pendant qu'il écoutait. Et là, Exactement. il y a de l'auditif et en même temps du kinesthésique. Subhanallah. Ouais, subhanallah. Oui, oui. Et ça, souvent, on le retrouve chez les enfants au potentiel. Ils ont ce besoin de faire plusieurs choses à la fois pour qu'une information rentre dans leur mémoire. Subhanallah. Oui, subhanallah. Bah écoute, moi je pense que là on a tout, alhamdoulilah, on a répondu à toutes les questions. On va Mhm. mettre, tu sais, parce qu'il y a peut-être des questions aussi super perso, donc on va mettre un lien peut-être pour que les personnes puissent te contacter. Oui, Inch'Allah, bah, je vais partager ma page Instagram et puis bah, n'hésitez pas à me poser vos questions là-bas, Inch'Allah, et puis je vous répondrai, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Ou si vous avez besoin d'être réorienté vers quelqu'un, je peux vous réorienter aussi, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Du coup, je vais vous partager le lien Instagram. Voilà. Inch'Allah. Alhamdulillah. Alors, je ne sais pas si ça existe déjà, Nibel, mais tu sais, parce que là, je pense bien Mhm. que en une soirée, il y a peut-être déjà des parents qui n'ont pas pu être là et puis d'autres questions peut-être qui vont être amenées à germer. Donc, je me disais, est-ce qu'il y a un groupe de parole, un forum ou un lieu? Pour l'instant, nous, Dar Qur'an, on est en train de créer notre site et de le réagencer de sorte que les sœurs vont pouvoir communiquer entre elles. Mais en attendant, Inch'Allah, est-ce que tu Mhm. sais s'il y a l'existence d'un endroit où les parents parlent de ça, partagent leurs trucs et astuces, leurs noms de professionnels qu'ils ont rencontrés. Malheureusement, non, j'ai pas connaissance de ça. Alors, ça doit peut-être exister, tu sais, sur Facebook ou Telegram, mais c'est vrai que j'ai malheureusement pas de page à recommander. Mais si toutefois j'en ai une, Inch'Allah, j'hésiterai pas à la partager en story si j'en trouve une. Je vous la partagerai, Inch'Allah. Donc, désolée, malheureusement, j'en ai pas. Après, si vous voulez, je peux toujours créer une page Telegram si vous le souhaitez et on peut se partager là-bas Je pense les que adresses. ça serait super. Ouais, 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 Ouais. ouais. C'est bien si tu fais ça, si tu crées le truc et nous après on le partage. Mhm. Inch'Allah. Alors moi, pourquoi j'essaye d'écrire à tout le monde et ça fait pas à tout le monde, tout le monde. Et hop. Ça serait cool, c'est une super bonne idée. Euh, D'accord, ben, je vais faire ça alors. Ouais, Inch'Allah, super. Et par rapport à Linda, donc peut-être que moi, j'ai pas partagé le bon lien. Peut-être que j'ai trouvé ça sur mon téléphone, un lien qu'elle m'avait partagé. Peut-être que c'était une formation. Alors oui, ces formations, elles sont payantes et puis ça reste une psy. Donc oui, ça sera forcément payant si la question, là, j'ai cru voir est-ce que c'est payant. Je vous ai mis le numéro de téléphone de Linda, Inch'Allah pour tout ce qui est spécialisé euh, entre autres, hein, HP, mais pas que, parce qu'elle est psychologue et spécialisée pour les enfants, machallah. Oui, machallah. Oui, oui, c'est vraiment une superbe psychologue, machallah.
j'ai eu l'occasion d'écouter ce qu'elle disait et de voir son travail. Et subhanallah, elle est super. Vraiment, je la recommande autant que toi, machallah. Elle est vraiment top. Alors c'est psychothérapeute. Mhm. Donc, elle est psychothérapeute. Donc, c'est Zeynep qui nous dit. Et ce qui est important, c'est qu'elle partage notre spiritualité très douce et Oui. dans la douceur à mes yeux. Et surtout et d'autant plus avec les enfants qui rencontrent des troubles. Ils ont énormément besoin de douceur, subhanallah. Oui, subhanallah. Alhamdulillah. Écoute, je pense que voilà, parce que là, il y a de plus en plus de questions qui arrivent. On va faire Mhm. comme ça, on va mettre en place ce groupe Telegram spécialisé, un de plus, spécialisé donc, pour tout ce qui est en rapport avec la scolarité des enfants. Après, on verra s'il y a plus des questions qui sont sur les préados, les ados, parce que je voyais bien aussi qu'il y avait des mamans d'ados pour qui c'était peut-être plus difficile parce qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Donc, Mhm. oui, Inch'Allah, ça serait bien de mettre ça. On te remercie au nom des sœurs de Dar Quran, Inch'Allah, d'avoir accepté notre invitation. Tu as parlé des dessins animés et je voulais que tu expliques pourquoi les dessins animés et qu'est-ce qui t'a fait aussi utiliser ce support-là. Tu parlais de la mémoire visuelle, des trois mémoires, Mhm. mais c'est aussi un sacerdoce, quelque chose que tu aimes. Si tu peux nous en dire, nous en toucher un petit mot, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Bah, déjà, je voulais vous remercier vous aussi de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer ce soir et de pouvoir présenter ce sujet et le projet des profs studio, qui est un projet du coup qui me tient beaucoup à cœur. Donc effectivement, c'est un projet qui a pour objectif de proposer des dessins animés ludiques pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages. Donc sur la chaîne YouTube, vous verrez, il y a plusieurs méthodes employées et c'est volontaire parce que je sais que toutes les méthodes ne conviennent pas à tous les enfants. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment diversifié les choses. Et pourquoi j'ai créé des dessins animés? Parce que ben moi, bon, alors je suis très jeune, hein, j'ai 25 ans. Et du coup, quand j'étais adolescente, c'est vrai que j'aimais beaucoup tout ce qui était informatique. Je bidouillais beaucoup les tablettes, les ordinateurs. J'aimais beaucoup ça. Et du coup, je dessinais pas mal sur tablette. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas aussi allier mon métier, que j'aime énormément, avec, avec ma passion pour l'informatique. Du coup, moi, j'ai pas du tout suivi de formation dans l'informatique. C'est pour ça que vous voyez que les dessins animés ne sont pas non plus en 3D, Disney, etc. Mais voilà, j'essaie de partager ma passion avec vous et en même temps mon amour pour mon métier et en espérant que ce projet-là pourra aider un maximum d'enfants à aller au-delà des difficultés. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui font école à la maison, qui apprécient le contenu, ça les aide pas mal pour conclure des séances, pour démarrer des séances aussi. Et je sais que les élèves aussi apprécient. À la base, ce projet, vraiment, s'il est né, c'est parce qu'il y avait une vraie demande de la part de mes élèves l'année dernière. Ça a commencé avec le roi et la reine de la conjugaison. Donc, c'est les vidéos tout en bas. Et j'avais sorti le premier épisode, mais sans jamais penser que j'allais faire une suite. Et les élèves m'ont demandé, s'il te plaît, Marlima, fais-nous la suite. Marlima, fais-nous la suite, Marlima. Et du coup, j'ai cédé et j'ai fait la suite. Et d'ailleurs, vous verrez, certains personnages sont apparus d'un coup, parce que c'est mes élèves qui m'ont dit, ah bah, tu devrais faire la princesse, le prince, tu devrais appeler le chat Pickpocket. Donc, du coup, j'ai suivi leur demande et finalement, ce dessin animé, c'est aussi le dessin animé de ma classe de l'année dernière. Donc voilà, dans les dessins animés que je fais, je consulte beaucoup mes élèves, même ceux de cette année. Et j'essaie toujours de faire en sorte que ce soit un travail en fait avec eux aussi. C'est comme un petit cadeau que je leur laisse en fin d'année. Donc voilà. Inch'Allah. Barakallahu fik, Ukhti Bel, qu'Allah te récompense pour tes efforts et le fait de chercher à trouver des outils innovants qui vont permettre, Inch'Allah, aux enfants d'aller de mieux en mieux dans leur scolarité. C'est ce qu'on leur souhaite, qu'ils prennent du plaisir à apprendre, qu'ils trouvent le goût à la lecture, le goût à l'écriture et qu'ils aient envie de pouvoir enfin, qu'ils ne se sentent pas réduits dans la réalisation de leurs rêves à cause d'une rencontre avec un professeur qui n'aurait pas su
les mettre en avant, qui n'auraient pas su les valoriser, qu'Allah les préserve, Inch'Allah. Amin, Allah facilite à tous les parents qui rencontrent des difficultés. amin, Le soir, pour faire les devoirs ou le matin pour motiver leurs enfants pour aller à l'école, qu'Allah facilite, Inch'Allah. Et quand l'enfant a trouvé le pourquoi il se sent être fait, ben, tu n'as même pas besoin de mettre le réveil pour le réveiller pour aller faire ses études. Moi, je le vois avec mes enfants maintenant qui sont grands, mais ils sont tous les deux maintenant, grâce à Allah, dans leurs études supérieures. Et comme ils aiment ce qu'ils font grâce à Dieu, eh bien, je m'inquiète pas de savoir s'ils vont se lever parce qu'ils sont motivés grâce à Dieu à aller. Donc, quand ils trouvent et que ça répond à leur motivation, vous inquiétez pas, ils trouvent en eux les ressources et c'est ce qu'on leur souhaite. Voilà, c'est ce qu'on leur souhaite, c'est qu'ils trouvent vraiment les matières, les sources d'épanouissement. Inch'Allah. amin, amin, amin. Excusez-moi, je cherchais mes mots ce soir, je suis très fatiguée, j'ai travaillé toute la journée. Qu'Allah vous facilite, je vous embrasse très fort, chère sœur, Inch'Allah. Et puis, au plaisir, Nibal, de te recevoir, Inch'Allah, si tu as des choses à nous présenter. Ah oui, et puis on avait dit que sur Dar Quran Kit, on allait Mhm. organiser quelque chose pour, spécial pour peut-être, ça serait cool de proposer aux enfants de créer justement un dessin animé avec toi, de Oui, mashallah. A à Z, en écrivant l'histoire comme ils l'ont fait avec Hayat, et puis Mhm. après de mettre en scène avec l'outil dessin animé. On verra comment on va mettre ça en place pendant les vacances scolaires, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah, Artini Bal Barakallahu Fik. Est-ce Avec que notre sœur Myriam est là pour faire dua al-khitam, Inch'Allah? Je suis là, Habibati. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, on t'écoute. Est-ce que tu voulais dire un mot ou tu passes directement au dua comme tu le sens, Inch'Allah? Machallah, j'ai entendu, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, ça m'intéresse aussi. Donc, que ma fille le même tranche en fait d'âge, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Et j'ai même elle a écouté un beau bout de temps, Machallah, avec moi. Alhamdulillah. Machallah, c'était très intéressant. Barakallahu fikum, barakallahu fi l'ukht, Allah yjaziha bil khair. Amin. En plus, je suis Et sûre que ça vraiment, va beaucoup lui plaire à Mani, les dessins animés. effectivement, Ouais, ça va. Je pense que ça va beaucoup lui plaire, Inch'Allah. effectivement, subhanallah. الحمد لله رب العالمين إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ويعطيكم ما تمنوش إن شاء الله في خاطركم بإذن الله جزاكم الله عنا وعن المسلمين ألف خير إن شاء الله. Amin. Barakallah fik, Ukhti Maryam. C'est comme tu veux. Soit tu fais un dua, soit un traitement une sourate. Alhamdulillah. إن شاء الله on va faire un doigt pour les enfants بإذن الله c'est spécial enfant إن شاء الله Génial. Alhamdulillah. بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احفظ لنا أولادنا ووفقهم لطاعتك وبارك لنا فيهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم اللهم من الراشدين. اللهم افتح على أولادنا فتوح العارفين. اللهم وعلمهم ما جهلوا
وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم يا ربنا من بركات السماوات والأرض إنك سميع مجيب. اللهم يا معلم موسى عليه السلام علم أولادنا، ويا مفهم سليمان عليه السلام فهم أولادنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آت أولادنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علم أولادنا ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم يا أرحم الراحمين فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك لهم قوة الحفظ يا ربنا وسرعة الفهم وصفاء الذهن واجعلهم هداة مهتدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلم أولادنا من العلل والأوبئة والآفات. اللهم امدد لنا على أحسن حال. اللهم امدد لنا فيهم على أحسن حال في أعمارهم، وافسح لنا بعافية منك في آجالهم، وربهم لنا تربية طيبة يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين صغيرهم قوي صغيرهم يا رب قو صغيرهم وأنبتهم نباتا حسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلم أولادنا من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار في الإعلان والإصرار، واهدهم يا ربنا لما تحبه يا أرحم الراحمين، واغفر لهم يا غفار. اللهم لا تزغ قلوب أولادنا بعد إذ هديتهم وهب لهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشدا إنك أنت الوهاب. اللهم عاف أولادنا في أبدانهم ظاهرا وباطنا، واحفظهم يا ربنا من كل سوء ومكروه حسا ومعنى يا رب العالمين. اللهم وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم وفي كل ما عانينا به من أمرهم، وارزقهم يا رب عيشا قارا ورزقا دارا يا رب العالمين. وجنبهم يا ربنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إنك ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشدد بهم أعضادنا وأقم بهم يا رب أوددنا، وكثر بهم عددنا، وزين بهم محضرنا، وحي بهم يا رب ذكرنا، واكفنا بهم يا رب العالمين في غيبتنا، وأعنا بهم على قضاء حاجاتنا، واجعلهم لنا مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا مخالفين ولا خاطئين. اللهم أعنا على تربيتهم وتأديبهم وبرهم يا رب العالمين، واجعلهم لنا قرة عين في الدنيا والآخرة. وعذنا يا ربنا وذريتنا من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلهم لنا محبين وعلينا مقبلين مستقيمين مطيعين غير عاصين ولا عاقين يا رب العالمين. واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء لصدورهم ونور أبصارهم. اللهم فرح يا أرحم الراحمين بهم نبيك المختار، وفرج يا ربنا عليهم كل أمر عسير، واهدهم يا ربنا لما تحب وترضاه، واجعلهم من المتواضعين لك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. واجعل يا ربنا اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصونا، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. اللهم أحسن
عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رحيم. اللهم ارضنا وارض عنا وإلى غيرك لا تكلنا ولا تبعدنا عن جنابك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ورحم الله أمة قالت آمين ويغفر لنا الله أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. Amin, 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 amin. Barakallahu fik, Khti Mariam. Allah te الله فيكم récompense حبيبتي. pour ces doigts. آمين. On a vraiment, on aurait beau faire tous les efforts, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui aide. Et سبحانه وتعالى. alhamdoulilah, nous on fait les causes et c'est Allah qui va ouvrir, c'est Allah qui va faciliter et qui va protéger, Inch'Allah. Amin, amin, amin. Qu'Allah protège tes enfants comme tu as le souci pour les enfants de la communauté, Inch'Allah. Amin, ya Rabbil Alamin. Précision, mes sœurs, je sais pas si on vous l'avait dit, mais notre sœur Mariam, elle propose donc des cours de Coran. C'est pas des cours, enfin si c'est des cours, mais c'est pour les sœurs qui veulent se mettre à l'apprentissage du Coran dans l'intention du khitm, dans l'intention de clôturer le Coran. Donc tu veux le mémoriser, tu veux apprendre les sourates du Coran dans une intention à long terme, à moyen terme, à court terme, Inch'Allah, de pouvoir le clôturer, l'apprendre, eh bien, vous pouvez nous contacter, Inch'Allah, sur l'akhdar al-Qur'an@gmail.com et on vous mettra en contact avec notre sœur Mariam, qui vous fera un suivi personnalisé et individuel. Donc, c'est en one-to-one, voilà, Inch'Allah, par téléphone, par Zoom ou WhatsApp, ça dépend. Inch'Allah. Et correction de celles qui étaient déjà dans un apprentissage et qui ont voilà, dû arrêter, qui veulent reprendre, bien sûr, Khti Mariam, elle fera un bilan avec vous de où vous en êtes et elle reverra donc les bases avec vous, comme elle dit, les bases. Khti Mariam, les bases. نعم. je rigole toute seule. بارك الله فيك. Inch'Allah. Donc, vous n'hésitez pas à nous envoyer donc, un message et on vous mettra en lien avec notre sœur Mariam, Inch'Allah. Et elle rentrera en contact avec vous pour l'apprentissage du Coran. Inch'Allah. Inch'Allah, Khawat, on se quitte avec les salutations de l'Islam, Inch'Allah. Et on va se reposer. On remercie notre sœur Nibel qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir et on va lui permettre aussi de se reposer si elle a eu les enfants toute la journée. Elle a aussi besoin de se reposer. Allah la récompense, Inch'Allah. Amin, barakallahu fik, merci à vous. Qu'Allah vous récompense grandement et compte cette soirée dans votre balance de Hassanat. J'ai pris beaucoup de plaisir à passer cette soirée avec vous. Barakallahu fikum. يبارك في اختي اجمعين ان شاء الله اجمعين ان شاء الله حسناتك ان شاء الله امين يا رب العالمين. في امان الله, on se quitte avec le lâcher de salam et on se retrouve demain matin Inch'Allah. On profite de la nuit du jeudi au vendredi pour faire ça. On se retrouve demain matin, j'allais dire même heure, même lieu, Inch'Allah, pour la clôture, enfin pour continuer dans notre avancée de clôture du Coran. Et puis on n'oublie pas la soirée de samedi sur raconte-moi ton hijab, Inch'Allah. Wa fi amanillah, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أما عليكم.